Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloJeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut gamers, bienvenue à Professeur Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Le Seigneur des Anneaux, livre-jeu d'aventure. C'est un jeu qui a été édité en 2023 par Ravensburger et qui nous vient des auteurs J. Little, Marcus Ross et Ryan Miller, qui est un des auteurs de Lorcana. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs et dont les parties vont durer entre 20 à 30 minutes. Le but du jeu sera de réussir les 8 scénarios qui forment une campagne dans laquelle nous allons revivre les événements de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Donc le but ultime sera d'atteindre la montagne du destin pour pouvoir détruire l'anneau unique. C'est un jeu coopératif de type campagne dans lequel on va avoir une gestion de main de cartes. Donc les joueurs vont utiliser les cartes dans leurs mains pour faire différents effets, dont déplacer les personnages sur le plateau pour les positionner au bon endroit pour accomplir les objectifs du scénario. Donc c'est un jeu de type puzzle. Alors, Le Seigneur des Anneaux, jeu livre d'aventure, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va installer le chapitre 1 au début de l'aventure. Donc, on va placer le livre à la page 1 et le livre va représenter le plateau de jeu pour ce chapitre. On va ensuite procéder à la mise en place générale du chapitre et on va aussi avoir des règles particulières à chacun des chapitres pour une mise en place plus spécifique de ce chapitre. Donc ici, on va mélanger les étapes de mise en place générale et spécifique pour installer le chapitre numéro 1. Premièrement, on va aller placer les marqueurs objectifs dans le bas du plateau. Ici, on en a seulement besoin de 3 puisqu'il y a 3 objectifs à accomplir dans ce scénario. On va placer la piste de corruption à côté du plateau principal et on va placer le marqueur de l'anneau sur la case de départ. On va mélanger les cartes œil de Sauron et on va les placer à côté du plateau corruption. On va former une pioche avec les cartes Histoire, une pioche avec les cartes Événements et une pioche avec les cartes Spéciales. Les cartes Spéciales et les cartes Histoire ont le même verso, mais on peut les différencier ici avec le symbole de l'étoile pour les cartes Spéciales. Dans ce scénario, on va placer certains personnages sur les cases de départ où il est indiqué leur nom. Donc, on va aller placer le jeton Gandalf sur sa case respective, la figurine de Frodon, la figurine de Sam, la figurine de Pépine et la figurine de Merry. On a aussi la figurine d'Aragorn qui va commencer ici sur le deuxième objectif et elle va entrer en jeu lorsqu'on va réussir cet objectif. On aura aussi besoin de 2 jetons cavaliers noirs qu'on va aller placer sur les emplacements cavaliers du plateau principal. Chacun des joueurs va se piocher 4 cartes histoire pour former sa main de départ. Ensuite, chaque joueur peut prendre une carte aide de jeu et on va aller placer la table des événements à côté du plateau principal, donc c'est-à-dire celle qui correspond au chapitre 1. Et pour désigner le premier joueur dans ce chapitre, c'est le dernier joueur qui a voyagé qui sera désigné premier joueur. Une partie du jeu, Le Seigneur des Anneaux, jeu livre d'aventure, se joue à tour de rôle. Les joueurs vont pouvoir déplacer les personnages en utilisant leurs cartes pour les positionner sur le plateau principal, sur les endroits demandés pour réussir les objectifs du scénario. On devra aussi défausser certaines cartes spécifiques de notre main lors de la réalisation de ces objectifs. À la fin de chaque tour, on va retourner une carte événement qui va aller faire un effet sur le scénario selon la table d'événements de ce chapitre, ce qui va généralement faire déplacer les ennemis. Les joueurs vont alterner les tours de jeu jusqu'à temps qu'ils réussissent à accomplir tous les objectifs du scénario et on doit le faire avant d'avoir les conditions de défaite. La condition de défaite générale, c'est qu'on vient de piocher une carte événement et que la pioche est vide. À ce moment-là, ce sera une défaite automatique et dans chaque chapitre, on en aura une condition de défaite qui est propre à ce chapitre. Dans le chapitre 1, c'est si jamais on a 2 hobbits qui se retrouvent sur la case cachette en même temps, à ce moment-là, on va perdre la partie. Un tour de jeu se sépare en 5 phases. La première phase est la phase de déplacement. Dans cette phase, les joueurs ont 2 options. Ils peuvent déplacer un des personnages sur le plateau de 0 à 2 cases, ou bien ils peuvent déplacer 2 personnages du plateau d'une case. Dans leur déplacement, les personnages doivent suivre les lignes blanches qui sont tracées sur le plateau pour bouger d'une case à une autre.
De manière générale, on peut être plusieurs personnages sur la même case, à moins que cette règle est spécifiée dans le chapitre. Pour le chapitre 1, ce n'est pas le cas, donc on peut être plusieurs personnages à partager la même case. Et on a une règle de déplacement particulière pour le chapitre 1, c'est que les personnages qui sont des hobbits, donc Frodon, Sam, Merry et Pippin, ne peuvent pas pénétrer sur une case qui est occupée par un cavalier noir. Donc le joueur pourrait décider de bouger Frodon d'une case pour l'envoyer au foyer, et je pourrais bouger ici Sam d'une case pour l'envoyer ici. On passe ensuite à la deuxième phase, qui est la phase histoire, qui est en quelque sorte la phase action du joueur. Il y a 5 types d'actions qu'il peut effectuer dans sa phase histoire en utilisant les cartes qui sont dans sa main pour faire ses actions. La première action possible est d'échanger. On peut échanger une de nos cartes en main avec la carte en main d'un autre joueur. Donc par exemple, je pourrais échanger ma carte d'anneau contre la carte de l'œil de Sauron de mon coéquipier. Par contre, l'action échanger est limitée à une seule fois par tour de joueur. La deuxième action est défausser. On peut défausser n'importe quelle carte dans notre main pour pouvoir avancer un personnage sur le plateau principal d'une case par carte défaussée. Par exemple, je pourrais défausser mes 2 cartes rouges pour faire avancer Gandalf de 2 cases sur le plateau pour l'emmener lui aussi sur la case du foyer avec Frodon. Et je pourrais défausser ma carte mauve pour pouvoir avancer la figurine de Sam d'une case sur le plateau principal pour l'envoyer ici sur la route de la comté. La troisième action possible est d'atteindre un des objectifs du scénario si tous les personnages demandés par l'objectif se trouvent au bon emplacement et qu'on peut défausser la carte qui est demandée par cet objectif. Pour le premier objectif du chapitre 1, on demande d'avoir la figurine de Frodon ainsi que le jeton Gandalf sur la case foyer et on demande d'avoir la figurine de Sam sur la case route de la comté, ce qui est le cas présentement. On a donc le bon positionnement de personnages pour réussir l'objectif. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de prendre l'action d'atteindre l'objectif et de défausser la carte qui est demandée ici, qui est une carte œil de Sauron. Donc le joueur pourrait défausser la carte restante dans sa main, qui est la carte qui est demandée par l'objectif, pour pouvoir l'atteindre. À ce moment-là, on va aller lire la récompense de cet objectif. Dans ce cas-ci, tous les joueurs vont aller piocher une carte histoire immédiatement et on va retirer le jeton Gandalf, le gris, du plateau. Une fois un objectif accompli, on va aller placer un jeton objectif accompli sur celui-ci pour nous rappeler qu'il est fait. Lorsqu'on fait l'action d'atteindre un objectif et qu'on n'a pas les cartes qui sont demandées par celui-ci, à ce moment-là, on peut toujours utiliser une carte d'anneau unique pour remplacer cette carte. Donc les cartes anneau unique sont considérées comme des jokers. Par contre, lorsqu'une carte anneau unique va être utilisée, donc jouée ou bien défaussée pour faire une action, on va avancer de 1 sur la piste de corruption. Le quatrième type d'action qu'on peut faire est de jouer des cartes spéciales. Ce sont des cartes qu'on va gagner au fur et à mesure des scénarios en accomplissant des objectifs. Et on peut les reconnaître avec le symbole ici de l'étoile et du livre dans le bas de la carte. Les cartes spéciales peuvent être jouées par n'importe quel joueur pendant n'importe quel tour de jeu. Donc même si on est dans le tour de ce joueur ici, le joueur qui a une carte spéciale en main peut décider de la jouer dans le tour de son coéquipier pour l'aider. Chaque carte spéciale va avoir un texte qui est écrit sur la carte et lorsqu'on va la jouer, on va appliquer les effets de ce texte. Par exemple, si je joue la carte de la sagesse d'Elrond, je veux permettre à n'importe quel joueur de piocher 2 cartes histoire immédiatement. Donc, je pourrais donner son effet à ce joueur qui est en train de jouer son tour de jeu en ayant joué la carte spéciale pendant son tour. Lorsqu'une carte spéciale elle est jouée, elle va retourner tout simplement dans la défausse et elle va rester dans notre paquet de cartes tout au long de la campagne. La cinquième action est d'utiliser une carte anneau pour pouvoir activer le pouvoir de l'anneau qui est spécifique à ce chapitre. Donc ce sera un pouvoir différent dans chacun des chapitres. Pour le chapitre 1, si je joue une carte d'anneau, là je la défausse, je vais pouvoir activer ce pouvoir, ce qui me permettra de déplacer un cavalier noir d'une case sur le plateau. Par contre, en utilisant une carte anneau pour activer le pouvoir de l'anneau, comme on utilise les cartes anneaux pour des jokers ou bien pour les défausser pour d'autres effets de jeu, on va toujours avancer de 1 sur la piste de corruption. On va conserver notre progression sur la piste de corruption tout au long de notre campagne. Donc à chaque fois qu'on gagne de la corruption, on va garder cette corruption pour le reste des autres chapitres. Donc il faut faire attention pour ne pas trop avancer sur cette piste, donc ne pas utiliser trop de cartes anneaux. Si jamais on gagne de la corruption et qu'on atteint une case qui a le symbole de l'œil de Sauron, à ce moment-là, on va aller piocher une carte œil de Sauron immédiatement et on va appliquer l'effet de cette carte. Et si jamais les joueurs atteignent la 15e case de la piste de corruption, à ce moment-là, ils vont perdre la campagne et devront recommencer. Une fois que le joueur a terminé de faire des actions dans sa phase histoire, il va mettre fin à celle-ci et il va passer à la 3e phase, qui est la phase de pioche.
À ce moment-là, il va piocher les 2 premières cartes du deck cartes histoire et va les ajouter à sa main. La 4e phase est la phase événement. À ce moment-là, on va retourner la première carte de la pioche événement et on va aller appliquer l'effet du numéro selon la charte d'événement de ce chapitre. Donc ici, on a le numéro 6 et sur la table d'événements, on nous dit qu'on va avancer chacun des cavaliers noirs d'une case. Les cavaliers noirs se déplacent tout le temps dans le sens horaire. Donc le cavalier noir qui est ici va descendre sur la case qui est là. Et le cavalier noir qui est là va entrer sur la case où se trouve Pépine. Et dans les règles spéciales, lorsqu'un cavalier noir entre sur une case où il y a un hobbit, ce hobbit sera immédiatement placé sur la case de la cachette au centre du plateau. Et on se rappelle, si jamais 2 hobbits et plus se trouvent sur la case de la cachette, à ce moment-là, on va perdre immédiatement ce scénario. Le deck de cartes événements est composé de 15 cartes. On retrouve donc une carte de chacun des numéros de 1 à 15. Si jamais on doit piocher une carte événement et que la pioche est vide, à ce moment-là, c'est aussi une condition de défaite et les joueurs vont perdre immédiatement la partie. Et finalement, la 5e phase est la phase de défausse. Le joueur va regarder le nombre de cartes qu'il a en main. S'il a plus de 6 cartes en main, à ce moment-là, il devra défausser des cartes pour en avoir un maximum de 6. Et si jamais il défausse des cartes anneaux uniques à la fin de son tour, il va aussi avancer sur la piste de corruption. Et les joueurs vont continuer à alterner les tours de jeu en essayant d'accomplir les objectifs. Regardons les autres objectifs du scénario 1 par exemple. Donc le deuxième sera d'amener les 4 hobbits sur les cases orange. Et lorsque ce sera fait, on va aller défausser 2 cartes vertes ainsi qu'une carte orange pour pouvoir accomplir cet objectif, ce qui va nous permettre de placer la figurine d'Aragorn sur l'auberge et qui va aussi nous donner notre première carte spéciale. Donc à ce moment-là, on va piocher une carte spéciale et le joueur va pouvoir l'ajouter à sa main. Et cette carte spéciale, maintenant, intégrera notre paquet de cartes histoire pour le reste de la campagne. Et pour l'objectif final du scénario, les joueurs devront amener la figurine d'Aragorn, de Frodon, de Sam, ainsi qu'au moins un des 2 autres hobbits sur la case du mont Venteux. Il devra y avoir aussi un cavalier noir sur une case adjacente au mont Venteux. Et à ce moment-là, on va devoir défausser 2 cartes grises et une carte rouge pour pouvoir accomplir cet objectif et remporter la partie. Donc les joueurs vont remporter ce chapitre s'ils réussissent ce 3e objectif avant d'atteindre une des conditions de défaite. On a 3 conditions de défaite possibles, soit qu'on arrive à la 15e case de la piste corruption, soit qu'on arrive à épuiser la pioche de cartes événements et qu'on doit en piocher une nouvelle, à ce moment-là on perd, ou bien dans ce scénario précisément, si 2 hobbits et plus se retrouvent sur la case de la cachette, ce sera aussi une défaite. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue au chapitre 1 du Seigneur des Anneaux, le jeu livre d'aventure. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense du Seigneur des Anneaux, le jeu livre d'aventure? On va regarder les côtés positifs en premier. Premièrement, c'est une belle production qui m'a surpris, surtout venant de Ravensburger, qui n'est pas toujours le cas dans leur jeu. Donc, on a vraiment du matériel de qualité. On a 7 belles petites figurines pour représenter les gens de la communauté de l'anneau. On a des plateaux, les jetons aussi, tout ce qui est en carton, il est quand même bien épais, fait que c'est une bonne qualité. Les cartes ont un petit côté cartonné, donc oui, ils sont peut-être minces un peu, mais ils sont vraiment bien rigides. Puis il y a un petit fini sur le dessus, fait que c'est quand même de la bonne qualité pour ces cartes-là. Le livre aussi qui sert de plateau, ça marche vraiment bien, ça accélère la mise en place. On a juste à tourner à la prochaine page, on place nos figurines, ce qu'on a besoin, les jetons qu'on a besoin. On a une petite tête de jeu justement à l'autre côté du livret d'instruction. On nous dit pour chacun des chapitres, c'est quoi les figurines que tu as besoin, c'est quoi les jetons que tu as besoin pour ta mise en place. Fait que c'est facile de se référer à ça, sortir le matériel qu'on a besoin, le placer, on distribue des cartes et on est prêt à commencer. On a un petit paragraphe de règles à lire pour le scénario qui est spécifique sur justement le fonctionnement des ennemis, comment ça va marcher, tout ça. On peut aussi prendre le temps de lire notre carte d'événement, notre charte d'événement pour savoir qu'est-ce qui peut se passer à la fin d'un tour. C'est quand même important dans ce genre de jeu-là qui est très puzzle. Fait qu'on peut prendre connaissance de ces règles-là, de ces petites affaires-là. Ça prend une petite minute à installer, puis après ça, on est prêt à faire notre scénario. On a aussi des bons aides de jeu, donc pour le tour de joueur, là, savoir c'est quoi les actions possibles que tu peux faire en ton tour, c'est quoi la structure d'un tour de jeu, tout ça, donc c'est facile à voir avec ça. Puis honnêtement, après une partie qu'on a eu l'aide de jeu devant nous, on en a à peu près plus besoin parce que justement on connaît le fonctionnement du jeu qui est assez simple à prendre en main. Il est assez intuitif aussi. Les cartes et tout ça, ben, c'est des symboles, on les utilise pour leur couleur la plupart du temps. On a les cartes spéciales qui vont rentrer en jeu au fur et à mesure qu'on va avancer dans la campagne parce que ce sont des récompenses
des différents objectifs et qu'on va finir par les connaître parce qu'elles vont rentrer tranquillement dans notre paquet de cartes. Fait que ça, elles vont revenir aussi d'une partie à l'autre en progressant au cours de la campagne. J'ai trouvé ça très drôle qu'à chacun des chapitres, il y a une règle spécifique pour déterminer le premier joueur de ce chapitre-là. Dans le premier joueur, c'est le dernier qui a voyagé. Quand on est dans l'angle de l'araignée, c'est le dernier joueur qui a vu une araignée. Il y en a un, c'est le dernier joueur qui a tué un gobelin. Des trucs comme ça. Je trouve que c'est ludique, c'est drôle de voir qu'il y a une petite règle spéciale puis que justement les joueurs ne décideront pas qui va commencer parce qu'on a mis une règle qui est quand même drôle et qui fit avec le scénario. Et ça nous amène un petit peu vers la force du jeu, je pense. C'est vraiment la thématique. Donc le fait qu'on a utilisé une licence qui est très connue, très aimée, qui est le Seigneur des Anneaux. C'est une histoire que tout le monde connaît, soit qu'on a lu les livres, soit qu'on a écouté évidemment les films. Donc, de voir qu'on peut revivre un petit peu ces événements-là au travers des 8 parties. On va voir que chacun des objectifs représente vraiment une scène spécifique dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Fait que quand on accomplit cet objectif-là, on est comme, ok, c'est pour ça que ça prend ces 2-3 personnages-là à ces endroits-là, parce qu'on est en train de refaire telle scène du film. Puis c'est pour ça que ça prend tel type de carte, parce que c'est ça qui se passe, c'est ça qu'ils se disent entre eux autres. Fait qu'on a ces petits moments qu'on va revivre tranquillement en faisant les objectifs. Donc définitivement, je pense que pour les fans de la série Le Seigneur des Anneaux, que ce soit les livres, que ce soit les films, ben, je pense que vous allez revivre ces petits moments-là de chaleur dans votre cœur. Donc c'est vraiment le côté thématique qui va être cherché dans le jeu, qui va être très le fun. Et justement, pour représenter cet aspect thématique-là, ben, on va avoir des règles spéciales dans chacun des scénarios pour représenter ces événements-là qui vont se passer. On peut penser à la mine de la Moria, quand évidemment Gandalf va se battre contre le Balrog. Donc, une espèce de souk à la corde avec Gandalf qui combat le Balrog sur le pont, pendant que les autres doivent accomplir les autres objectifs pour se sauver et réussir le scénario. Fait qu'il y a vraiment des choses très thématiques, très le fun mécaniquement aussi qui vont être faites à l'intérieur du jeu, mais tout ça quand même reste dans la simplicité. Mais on a le goût d'aller découvrir les autres scénario pour voir ça va être quoi les règles spéciales, ça va être quoi les objectifs qu'on devra accomplir. Fait qu'on a ce petit sentiment-là d'excitation parce qu'on ne sait pas ce qui s'en vient pour les prochaines parties. Les parties sont assez rapides, c'est du 20 à 30 minutes par scénario avec la mise en place incluse. Donc c'est une campagne d'à peu près 8 scénarios, donc d'après moi, en 3-4 heures de jeu, on est capable de faire la campagne. Fait qu'on pourrait la faire dans une seule soirée ou on pourrait la séparer en plusieurs sessions de jeu qui sont un peu plus courtes. Évidemment, si on perd des scénarios, bien, on doit les recommencer, fait que ça se peut que ça nous prenne un peu plus de temps, dépendant du nombre de défaites qu'on va avoir. C'est aussi assez simple de sauvegarder notre campagne. Dans le fond, il y a 2 affaires à penser. La première, c'est on est rendu où sur la piste de corruption, parce que ça, on va toujours rester à la même place où on était au scénario précédent. Donc, de prendre une photo de notre piste de corruption tout simplement et de laisser nos cartes spéciales à l'intérieur de notre pioche de cartes histoire parce que ces cartes-là vont rester tout au long de la campagne. Donc, une fois qu'elles sont intégrées dans le paquet, on les laisse là. Fait que ça, c'est facile, on n'a rien à gérer vraiment. Fait que c'est vraiment juste de prendre en note combien on a de corruption. Puis après ça, on met la mise en place du chapitre où on est rendu et on continue notre campagne tout simplement. D'ailleurs, c'est le fun de voir cette petite évolution-là, le fait de gagner nos cartes spéciales sur lesquelles on va s'attacher parce qu'on sait qu'elles vont rester dans notre paquet de cartes tout au long de la partie. Fait que quand on joue, on le sait aussi c'est quoi les cartes spéciales qu'on a, donc on peut essayer de se planifier en conséquence. Puis on sait que telle carte s'en vient bientôt, on va pouvoir la jouer, je vais pouvoir jouer Gris-Poil qui me permet de déplacer de 3, qui va nous permettre de s'amener à l'autre objectif ou des trucs comme ça. Puis il y a aussi le côté stratégique de l'échange qu'on doit faire avec les autres joueurs qui est intéressant parce qu'évidemment, on a le droit à un échange par tour, donc des fois c'est bon d'anticiper, ok, dans 2 tours, c'est peut-être toi qui vas être rendu à l'objectif. Fait que, ok, moi je vais te donner une carte, l'autre va pouvoir te donner une autre carte pour l'objectif parce que tu n'as pas les couleurs qui sont demandées pour celui-ci. Fait qu'on peut quand même discuter puis planifier du côté coopération là, avec nos coéquipiers. Il y a aussi la prise de risque avec les cartes évidemment d'anneaux, donc les cartes d'anneaux qui sont vraiment des jokers qu'on peut utiliser pour représenter n'importe quel symbole, ou les cartes d'anneaux qu'on peut utiliser pour faire le pouvoir spécifique du scénario. C'est des pouvoirs qui sont très puissants, mais évidemment, plus on le fait, plus on avance sur la corruption, ce qui est négatif. Fait que pour faire attention dans notre gestion de la corruption, on peut utiliser des cartes qui sont vraiment fortes avec les anneaux, mais on va avoir une conséquence, puis les cartes œil de Sauron qui vont venir aussi nous nuire pendant la partie, qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'ils font, mais on sait que ça va être négatif. Fait que ça, on vous laisse évidemment tout découvrir ces surprises-là en jouant. C'est un jeu qui joue très bien en solo, donc c'est très simple en solo. Vous allez faire votre main comme si vous jouez une partie normale et vous allez faire une deuxième main de carte devant vous qui va être un joueur virtuel avec lequel on peut faire l'action d'échanger. Donc dans le fond, c'est comme si on avait une main de backup qu'on peut échanger une fois par tour pour manipuler un petit peu puis aller se prendre les cartes qu'on a besoin. Donc ça se fait très bien. Puis le jeu aussi, il n'y a pas beaucoup de choses à gérer en tant que tel, donc c'est pas trop lourd à prendre en main puis ça se fait vraiment bien en solo.
Et pour les côtés négatifs, justement, je pense que c'est un jeu que je qualifierais d'un multiplayer solo game. Donc c'est un jeu solo, mais qu'on joue en multijoueur au final. Parce qu'on contrôle pas vraiment un personnage dans le jeu. Tout le monde contrôle la communauté au complet. Fait que c'est vraiment un jeu de casse-tête, de positionnement. On essaie d'accomplir les objectifs, de gestion de main de carte et tout ça. Le côté coopération est un peu faible, je vous dirais, là, en dehors de faire l'échange, puis de changer une carte à l'autre, puis de planifier un petit peu. Il n'y a pas grand-chose non plus. C'est pas très complexe. Ça ne nécessite pas des grosses stratégies en équipe, donc l'aspect coopératif il est un peu faible dans ce type de jeu-là, qui pour moi je qualifierais vraiment d'un jeu solo là, qu'on pourrait jouer aussi en multijoueur. Je pense que dans les jeux campagne comme ça, il y a toujours un élément de surprise la première fois qu'on fait la campagne. C'est justement la découverte de ces règles-là spéciales, de ces scénarios-là, de ces twists-là qu'on va avoir au fur et à mesure qu'on va avancer dans les chapitres. Je pense que de refaire la campagne, oui, c'est faisable parce que tout peut se réinitialiser facilement. Il n'y a rien qui est détruit dans le jeu. Mais je trouve qu'on perd un petit peu cette excitation-là, cette découverte-là quand on va le refaire, si on veut le refaire une deuxième ou une troisième fois. Fait que je pense que pour moi, c'est un jeu au final qui va avoir une rejouabilité quand même faible une fois qu'on va avoir fait la campagne au complet. Le graphisme des cartes est super beau, mais c'est ce que je qualifierais de graphisme paresseux, dans le sens que les cartes, c'est tout simplement un gros symbole qui est dessiné, puis il n'y a rien d'autre sur la carte, et toutes les cartes de ce symbole-là, c'est la même carte, le même graphisme, donc on aurait pu essayer de dessiner des choses un peu plus belles dessus, puis d'embellir les cartes. Et les pires, je crois, c'est les fameuses cartes d'événements, donc c'est une grosse carte avec un gros chiffre au milieu. C'est un peu laid, il n'y a même pas de dessins qui ont été faits pour essayer de rendre ça un peu plus beau. Fait que je trouve qu'il y a quand même eu un peu de paresse là, au niveau du graphisme. Comme c'est un multiplayer solo game, mais c'est évidemment un jeu que si on est en multijoueur, c'est facile d'avoir un joueur alpha qui va émerger, qui va dire à tout le monde quoi faire, où se positionner, jouer telle carte, et ainsi de suite, parce qu'il n'y a pas d'éléments cachés là, qui sont dans le jeu. Et finalement, c'est un jeu qui a un gros facteur de chance. Donc évidemment, il y a un facteur chance dans les cartes qu'on va piocher, parce que si on a besoin de réussir tel objectif, il faut telle couleur de carte. Oui, c'est sûr qu'on peut toujours pallier avec des anneaux, mais on peut pas faire ça indéfiniment, parce que si on a trop de corruption, on va perdre la campagne, puis on doit recommencer au complet. Fait qu'on va faire attention avec ça. Sinon, l'autre chose, c'est que le deck d'événements aussi, la façon qui est fait, la façon que c'est 15 cartes, c'est réparti avec différents effets sur la carte de charte d'événements. Il y a aussi un gros facteur de chance. Des fois, on va avoir justement 4-5 événements qui vont sortir, qui sont vraiment difficiles, qui vont rendre la partie dure. Des fois, c'est l'inverse. On va avoir 4-5 événements qui sont faciles, où on était positionné, ça ne nous affecte pas beaucoup. Fait qu'il y a beaucoup de random dans les événements, de la façon qu'ils vont sortir, puis il y a beaucoup de random dans les cartes que les joueurs vont piocher, versus les décisions qu'on a à prendre dans notre tour de jeu. Fait que c'est un jeu quand même qui a une grosse partie de hasard comparativement au niveau stratégique qu'on doit déployer. Somme toute, Le Seigneur des Anneaux, le jeu livre d'aventure, je vais lui donner une note de C+. Donc c'est un jeu pour moi qui est correct, qui est quand même sympathique. On a eu du fun à le jouer au chalet dernièrement. On a fait notre campagne sur 2 jours pour faire les 8 chapitres au complet. Donc c'est un petit jeu léger, petit jeu familial, mais qui utilise bien, je trouve, une thématique qui est très populaire, qui est Le Seigneur des Anneaux et tout cet univers-là. Je pense que si vous êtes des fans, si vous voulez un jeu qui est plus familial, plus léger, un petit casse-tête, oui, on peut le faire en multijoueur, mais aussi on peut bien le faire en solo. Fait que ça va vraiment jouer dans ces cordes-là. Donc, je pense que c'est là qu'il va un peu trouver sa niche. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant un petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre page Patreon pour nous donner des petites contributions, ce qui va aussi nous vous donner accès à notre serveur Discord. Je souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.